Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cela se passe lors du compromis de vente. Dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté comment chercher un appartement en Thaïlande. Je vous avais également fait la visite de 2 appartements dans des condominiums. Et donc, imaginez que vous avez trouvé un appartement qui plaît sur Internet, vous avez visité l'appartement, il vous plaît et vous décidez de l'acheter. La première étape au moment de l'achat de de cet appartement, c'est que la première étape, c'est signer un compromis de vente. Suite à la visite, vous dites, tiens, j'achète. Comment ça se passe? Donc, cette vidéo-ci va vous expliquer en détail, étape par étape, comment cela se passe. Alors, la première chose, c'est de savoir quels sont les intervenants. Au moment de signer le compromis de vente, qui sont les personnes importantes? Donc, d'abord, il y a l'acheteur, c'est vous-même. Si vous achetez, c'est vous-même. Puis, vous avez le vendeur, qui est l'autre partie qui vend l'appartement. Et vous avez parfois des intermédiaires. Donc, il y a tout d'abord l'agent immobilier. Alors, l'agent immobilier, il faut savoir que il est payé par qui? Pas par vous, par le vendeur. Donc, l'agent immobilier, il défendra son client, qui n'est pas vous, c'est donc l'agent immobilier du vendeur. C'est quelque chose qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est-à-dire que l'agent immobilier vous racontera plein de choses sur l'appartement, que c'est le meilleur appartement, qu'il est en parfait état, que c'est un prix très bon marché par rapport au marché immobilier de Bangkok ou de la Thaïlande ou d'où vous l'achetez. Il vous racontera plein de choses. Alors, comme partout, vous avez des agents immobiliers honnêtes qui vous disent la vérité. Donc, ça arrive. En Thaïlande, il y a des gens très honnêtes qui vous disent la vérité. Et puis, vous avez des agents immobiliers qui vous baratinent, qui vous racontent plein de choses qui sont fausses ou partiellement fausses. Et donc, l'agent immobilier, comme il est représentant du vendeur, il ne faut pas spécialement avoir confiance de ce qu'il dit. Donc, c'est important que vous-même, vous gardez une certaine distance par rapport à ce qui vous est dit par le vendeur et par son agent immobilier, parce que c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Donc tout ce qu'il vous dit doit être vérifié. Il faut toujours garder ça en tête. C'est comme ça en Thaïlande, mais si vous achetez un bien en Europe, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que juste l'agent immobilier, même si c'est un agent immobilier que vous suivez sur YouTube ou que vous ayez, que vous ne connaissez pas personnellement, il faut toujours vérifier ce qu'il vous dit. À nouveau, ça ne veut pas dire qu'il est malhonnête, simplement, il vous raconte des choses, ça doit être vérifié. Alors, vous-même, vous pouvez prendre l'aide d'un avocat. Donc, ça, rien ne vous empêche de prendre le conseil d'un avocat, donc d'être suivi ou de prendre un agent immobilier ou quelqu'un qui se présente comme expert en immobilier, donc pour vous assister. Ce qu'il faut savoir également, si vous ne connaissez pas cette personne de vous-même, que vous ne connaissez pas ses compétences exactes, il faut vous méfier aussi. C'est un peu bête, mais il faut vous méfier de l'avocat que vous allez prendre vous-même. Il y en a qui sont très compétents, qui sont très sérieux, et à nouveau, il y en a d'autres qui vont empocher juste leur commission, mais en fait, ils vont pas regarder le dossier d'une manière approfondie et vont enfin, on peut dire juste prendre leur commission sans trop vérifier, et parfois ils ne connaissent pas trop bien la procédure eux-mêmes. Donc, un avocat, même si vous le payez et que vous ne le connaissez pas, ou un agent immobilier que vous ne connaissez pas, il faut également vous méfier. C'est pour ça que c'est très important, avant d'acheter un bien immobilier, pardon, c'est très important que vous-même vous connaissiez la procédure. Ainsi, quand on vous raconte des choses, ça vous permettra de détecter si la personne connaît ou si la personne ne connaît pas. Donc si votre avocat que vous avez pris est fiable ou s'il n'est pas fiable. Également, si l'agent immobilier du vendeur vous raconte des choses fausses ou vous raconte des choses vraies. Très important, faites confiance à personne. C'est un peu triste à dire, mais dans un bien immobilier, c'est un gros montant
Il faut vraiment faire confiance à personne. Tout ce qui est dit doit être vérifié. Absolument. Alors, un des premiers points qui doit être vérifié, c'est le prix. Donc, vous avez trouvé un bien immobilier, vous avez vu sur Internet le prix, l'agent immobilier vous assure que c'est une très bonne affaire, ce prix-là, que c'est le prix du marché, que cet appartement vaut absolument ce prix-là. Mais parfois, vous avez aucune idée du prix vous-même. Vous débarquez en Thaïlande, vous ne savez pas exactement quel est le prix de l'immobilier. Alors, la première méthode, qui est une première méthode assez simple, c'est vérifier sur Internet pour ce quartier-là ou pour ce type de condo, quels sont les prix des autres appartements à vendre. Donc, ça permet de comparer par vous-même votre bien immobilier que vous souhaitez acheter, donc cet appartement, par rapport aux autres appartements du condo, ou par rapport aux appartements du condo voisin. Donc voir si l'appartement est plus ou moins dans la même ligne de prix. Une autre manière de connaître le prix de l'appartement, d'avoir une estimation, c'est comme en Europe, chaque année il y a des taxes sur les appartements, donc il y a une évaluation cadastrale par la commune. Et donc, il y a une valeur estimée pour chaque appartement, et donc chaque personne paye des taxes sur son bien immobilier à la commune toutes les années. C'est des petits montants en Thaïlande, je vous rassure de suite, c'est pas des taxes qui tuent, c'est des petits montants par rapport à l'Europe. Mais ce qu'il y a, c'est que cette estimation cadastrale vous donnera aussi une estimation du bien immobilier. C'est-à-dire que si vous achetez un bien immobilier, donc par exemple le bien immobilier de la dernière vidéo que j'avais visité, donc il était mis en vente à 2 200 000 bahts. Bon, il est en mauvais état, il y a des rénovations à faire, mais l'estimation cadastrale du bien immobilier, il était de 2,7 millions. Donc la vente était 2,2 millions et l'estimation cadastrale par la commune était de 2,7 millions. Donc il était vendu 500 000 bahts en dessous de l'évaluation par la commune, ce qui est justifié dans le sens où le bien était à rénover. Donc il n'était pas en parfait état. Mais ça vous donne une estimation. Si le bien est vendu beaucoup plus haut que l'estimation cadastrale par la commune, à ce moment-là, il faut faire attention et vous méfier. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus haut que l'estimation par l'administration communale. Cette première estimation, alors comment vous pouvez savoir cette estimation communale? Il y a deux façons. La première, c'est d'aller vous-même vous adresser à l'administration communale et demander quel est le cadastre pour cet appartement. Donc, vous allez directement à l'administration thaïlandaise. Si vous ne savez pas, vous pouvez demander l'aide d'un expert en immobilier thaïlandais qui ira avec vous voir cette estimation cadastrale. Une autre façon, c'est simplement demander au vendeur de présenter le dernier paiement cadastral qu'il a fait l'année précédente. Et sur le papier, vous verrez l'estimation cadastrale faite, l'estimation communale de ce bien immobilier, donc de cet appartement. Donc c'est tout simple, donc soit vous allez vous-même vous adresser à la commune, soit vous demandez simplement au vendeur de présenter la dernière facture qu'il a dû payer pour son cadastre, et vous verrez l'évaluation cadastrale de l'appartement. Donc ça, c'est pour avoir une estimation du prix, donc c'est assez important parce que ça vous évite de payer trop cher un appartement. Un point très important à vérifier, c'est quel bien vous achetez exactement. Vous visitez un appartement, au-dessus de la porte de l'appartement, dans un condominium, chaque appartement a son numéro. Donc, par exemple, vous avez dans le couloir, vous avez à côté l'appartement 281, la porte que vous visitez c'est 282, l'appartement à côté c'est 283. Vérifiez bien cela, que l'appartement que vous visitez, si c'est le 282, de bien vérifier que c'est bien le 282, que le numéro correspond au numéro voisin et que donc dans l'acte de vente, vous avez bien cet appartement-là que vous achetez
pas un autre, parce qu'on peut vous faire visiter un appartement en très bon état, et au moment où vous signez le compromis de vente, on vous marque le numéro d'un autre appartement qui est en nettement moins bon état. Donc, très important, vérifiez bien que l'appartement que vous avez visité, que vous avez choisi, est bien celui que vous signez dans le compromis de vente. Un autre point important aussi, c'est que parfois on vous dit votre appartement a une place de parking. Il y a parfois dans certains condominiums, vous avez l'appartement et des places de parking qui sont disponibles. Parfois la location est payante, parfois c'est disponible gratuitement. Mais est-ce que vous achetez la place de parking ou vous ne l'achetez pas? Donc, très important aussi, si la place de parking est marquée sur le chat-note, donc vous avez l'appartement et la place de parking, ça veut dire vraiment vous achetez le lot, l'appartement et la place de parking, c'est bien indiqué sur le chat-note quelle place de parking vous achetez précisément, donc vous êtes propriétaire de cette place de parking. Si sur le chat-note il y a juste l'appartement, j'ai eu les cas, j'ai vu ces cas-là, donc vous avez juste l'appartement et on vous dit vous avez une place de parking, mais elle n'est pas sur le chat-note, donc elle n'est pas sur l'acte de propriété. En fait, vous n'avez pas la place de parking. Vous pouvez l'utiliser, on vous laisse peut-être l'utiliser, mais comme vous n'êtes pas propriétaire, on peut un jour vous demander un paiement pour l'utilisation, ou on peut simplement vous dire vous ne pouvez plus l'utiliser, vous n'êtes pas propriétaire. Donc, important aussi, on vous dit qu'il y a une place de parking, elle doit être sur le chat-note. Sinon, vous ne l'achetez pas, vous n'êtes pas propriétaire. Donc très important, donc vérifiez bien que ce qu'on vous dit que vous achetez, que c'est bien marqué sur le chat-note, sur l'acte de propriété, que c'est bien ça que vous achetez. Donc le bon appartement, s'il y a une place de parking que vous achetez, qu'elle est bien marquée sur l'acte de propriété, et donc tout ça doit être vérifié. Donc un autre cas aussi, si par exemple vous achetez un terrain en pleine campagne, ce qui est tout à fait différent, là ce sera assez compliqué. Donc un appartement dans un condo, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a comme problème puisque c'est limité dans les murs, donc il y a juste l'erreur sur l'appartement, mais je ne vois pas trop de gros problèmes. Par contre, un terrain en pleine campagne, il faut vraiment faire très très attention parce que un terrain n'est pas bien limité, même s'il y a une barrière autour, géographiquement, c'est pas toujours évident de savoir que vous avez acheté ce terrain-là et pas le terrain à côté. Donc les points de repère sont beaucoup plus difficiles. Donc une maison en pleine campagne, un terrain en pleine campagne, bon, c'est comme en Europe. C'est vérifiable, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc dans cette vidéo-ci, je parle surtout des condos, qui est généralement ce que les étrangers achètent, et c'est aussi le plus facile pour un achat. Alors le point suivant, qui est très important à vérifier, c'est est-ce que celui qui vous vend, avec qui vous avez signé le compromis de vente, est-il réellement le propriétaire? Donc la personne que vous rencontrez, qui se présente être le propriétaire de l'appartement, est-il réellement le propriétaire? C'est pareil en Europe, ça arrive fréquemment que vous avez quelqu'un qui loue un Airbnb, il le loue pendant une semaine et pendant qu'il est sa semaine de Airbnb, il s'amuse de vendre l'appartement ou d'essayer de louer à quelqu'un. Et donc il fait des faux contrats de location à quelqu'un, empoche des commissions et tout, alors qu'en fait il n'est pas le propriétaire. Donc celui qui vous fait visiter l'appartement, il a les clés, il rentre dedans, mais est-il bien le propriétaire? N'est-il pas un cousin du propriétaire, un ami du propriétaire, un agent immobilier ou n'importe quoi, ou juste un locataire qui se présente comme propriétaire? Il faut bien vérifier ça. Alors comment on vérifie s'il est le propriétaire? Pour première chose, il doit avoir le chat-note. Le chat-note, donc c'est l'acte de propriété. Donc la première page du chat-note présente une description de l'appartement. Donc l'adresse de l'appartement, où il se trouve, un dessin de l'appartement, donc un dessin très bref de l'appartement, avec les mensurations, enfin les mesures de l'appartement. Et la deuxième page, et parfois il y a des pages en annexe, fait le listing, l'historique de tous les propriétaires qu'il y a eu l'un après l'autre. Et donc le dernier qui est sur la liste doit être celui qui est le vendeur.
donc est le dernier propriétaire de l'appartement. Donc vous vérifiez son nom, vous lui demandez sa carte d'identité pour vérifier que c'est que c'est la bonne personne. Le fait qu'il vous présente un chat-note, bon, c'est quand même un document qui a l'air assez officiel, euh, n'est pas, enfin, personnellement pour moi, n'est pas suffisant d'être sûr qu'il est propriétaire. Donc la façon simple, c'est d'aller au juristic office parce que eux, ils envoient comment on dirait, les charges aux propriétaires chaque année. Donc là, j'ai eu un bip. Bon, c'est rien, je continue quand même. Euh, donc, comme le juristic office envoie les charges à payer aux propriétaires, le juristic office, donc la réception en bas du condo, sait qui est le propriétaire. Donc, il suffit de leur demander confirmation qui est le propriétaire, ils vous le diront. Il y a moins de protection des données personnelles en Thaïlande qu'en Europe, donc le juristic office vous le dira. Et l'autre possibilité, si vous voulez vraiment être sûr que c'est le propriétaire, vous allez vous adresser au Land Office, qui est l'administration qui s'occupe de tout ce qui est immobilier dans la commune, et vous leur demandez qui est le propriétaire de ce bien immobilier pour juste confirmation que c'est bien lui le propriétaire actuel du bien immobilier. Donc, très important, vérifiez bien qui est le propriétaire avant de signer votre compromis de vente. Au moment du compromis de vente, il faut payer un acompte. Donc, vous signez le compromis de vente, il est prévu de payer un acompte. Alors, en Thaïlande, la coutume fait que l'acompte payé au moment du compromis de vente est de 1%. Parfois 2%, mais généralement pas 20% ou 30%. C'est 1 ou 2% d'acompte que vous payez au vendeur pour bloquer la vente, donc comme acompte. Il faut savoir que par défaut, dans les contrats de vente, si vous n'achetez pas le bien, pour quelque raison que ce soit, vous perdez votre acompte. Ça, c'est la procédure par défaut. Donc, s'il n'y a rien de marqué spécifique comme clause dans votre contrat, vous perdez votre acompte si vous n'achetez plus. En contrepartie, généralement dans les contrats de vente, il est marqué que le propriétaire s'engage à vous payer le double de votre acompte si c'est lui qui renonce à la vente, pour quelque raison que ce soit. Donc, en tant qu'acheteur, vous payez 1% d'acompte, parfois 2%, et vous perdez cet acompte si vous renoncez à acheter l'appartement, donc acheter le bien immobilier, vous perdez votre acompte, quelque raison que ce soit. Le vendeur vous paye le double s'il renonce à la vente pour quelque raison que ce soit. Ça, c'est la coutume. Après, tout ça est négociable. Donc, le vendeur peut vous demander un acompte beaucoup plus élevé. Vous-même, vous pouvez exiger des clauses que l'acompte soit quand même remboursé si vous renoncez à l'achat dans des cas spécifiques. Par exemple, si vous n'obtenez pas un emprunt hypothécaire ou d'autres clauses. C'est à vous à voir votre situation personnelle. Mais tout ça doit être indiqué dans le contrat à ce moment-là, dans le compromis de vente. Si ce n'est pas indiqué, vous ne recevez pas votre acompte. Il n'y a aucune loi qui va protéger, qui par défaut est au-dessus du compromis de vente. Donc tout ça est négociable et doit être indiqué dans le compromis de vente. Il n'y a pas de loi qui régisse cet acompte. L'autre point important, c'est au moment où vous payez votre acompte, payez-le sur le compte en banque du propriétaire. Donc donnez jamais l'argent de la main à la main avec un petit reçu. Vous faites un virement vers le compte bancaire du propriétaire et la banque pourra vous confirmer au moment du virement que le compte bancaire que vous avez reçu est bien lié au nom du propriétaire. Donc, auparavant, vous avez bien vérifié qui est le propriétaire et donc vous savez bien qui est le propriétaire et que le virement est bien fait sur le compte qu'on vous a donné et que ce compte est bien lié au nom du propriétaire. Très important, ça évite beaucoup de problèmes, mais c'est pas très, très compliqué à faire, hein, je vous rassure tout de suite. Au moment du compromis de vente, il faut également, donc c'est un grand paragraphe dans le compromis de vente, c'est la répartition des frais. Alors, la coutume
je parle vraiment la coutume ou l'habitude, enfin comment ça se passe habituellement en Thaïlande, répartit les frais de cette façon-ci. Donc tout d'abord, il y a les frais de transfert. Alors, les frais de transfert s'élèvent à 2%. La coutume, l'habitude en Thaïlande, fait que l'acheteur paye 1% et le vendeur paye 1%. Donc si vous avez un bien immobilier de 4 millions de bahts, les frais de transfert seront donc de 2%, 80 000 bahts. De ces 80 000 bahts, l'acheteur payera 1%, enfin 1% du prix total, donc la moitié, donc 40 000 bahts, et le vendeur payera 40 000 bahts. C'est la coutume. Donc 2% de frais de transfert, l'acheteur paye la moitié, donc 1%, le vendeur paye la moitié, 1%. Très clair. Il y a un deuxième frais. Alors le deuxième, c'est les frais de timbre. Alors les frais de timbre, c'est 1,5% du prix de vente. Donc si le bien immobilier est de 4 millions de bahts, c'est 20 000 bahts de frais de timbre. La coutume, l'habitude, fait que ces frais de timbre sont à charge du vendeur. Donc c'est le vendeur qui doit payer ces frais de timbre. Alors il y a un troisième frais. Alors c'est un frais, c'est des frais qui se basent sur l'impôt sur les revenus du vendeur et c'est calculé sur le taux d'imposition marginal donc du vendeur. Je vais être honnête, je ne suis pas grand spécialiste pour calculer ce taux. Donc c'est basé sur donc, le taux d'imposition du vendeur, que l'acheteur généralement ne connaît pas. Et ce taux est pondéré aussi en fonction du nombre d'années que le vendeur, enfin que le propriétaire, l'ancien propriétaire, possède cet appartement. Or, ce frais-là peut être assez élevé. Donc on peut, si c'est un appartement de 4 millions de bahts, on peut facilement dépasser les 100 000 bahts pour ces frais spécifiques. Mais de nouveau, comme ça dépend du revenu du vendeur, s'il gagne beaucoup, ça dépend. Ça peut être assez variable. Et généralement, l'acheteur ne le connaît pas vraiment. Alors, ce taux-là est payé par le vendeur. Donc, c'est important. Donc, l'acheteur, finalement, la coutume fait qu'il ne paye que 1%. Donc, la moitié des frais de transfert. 1%, c'est ce que paye l'acheteur. Le vendeur, il paye le deuxième pourcent, l'autre pourcent du frais de transfert, plus les frais de timbre, et plus les frais qui sont basés sur son taux d'imposition sur les revenus. Ça, c'est à charge du vendeur. De nouveau, c'est la coutume. Tout ça peut être négocié dans le contrat. Alors, comme c'est quand même des montants quand même élevés, parce que pour 1% de 4 millions de bahts, 40 000 bahts, c'est quand même un peu plus que 1 000 euros, chacun essaye de pousser ses frais sur l'autre. Donc, l'acheteur va préférer que c'est le vendeur qui paye tout, et le vendeur va préférer que c'est l'acheteur qui paye tout. Donc, si vous ne connaissez pas la coutume, le vendeur va essayer de vous faire payer tous ses frais, et va dire payer les 2% des frais de transfert, payer les frais de timbre et payer ses frais sur son taux d'imposition sur les revenus. Et si c'est marqué tel quel dans le compromis de vente, vous devrez le payer. Donc faites très attention au moment du compromis de vente que en fait tous les frais sont sur le vendeur, excepté la moitié des frais de transfert, donc 1% qui sont à charge de l'acheteur. Telle est la coutume. Comme toujours, l'autre va essayer de vous faire payer plus, mais n'acceptez pas. Alors, pour la petite histoire, récemment, il y a un YouTuber qui a acheté un appartement à Pattaya. Bon, si vous regardez les vidéos sur YouTube sur la Thaïlande, vous devinez peut-être de qui je veux parler. Donc, il a acheté un appartement à Pattaya et donc, dans sa vidéo où il racontait la description de son achat, ce YouTuber a exprimé qu'il a payé la moitié des frais de transfert, que les frais de transfert sont de 4%, et que donc lui il a payé la moitié des frais de transfert, donc 2%.
Seulement, les frais de transfert, c'est pas 4%, c'est 2% en Thaïlande. 2, pas 4. Et donc, si lui, il a finalement payé 2%, c'est qu'en fait, il a payé les frais de transfert de lui, plus les frais de transfert du vendeur. Il a également expliqué dans sa vidéo qu'il avait pris un avocat justement pour éviter de se faire arnaquer. Donc, les avocats ne sont pas toujours les meilleurs conseillers, surtout que ce n'est pas leur argent. Donc, son avocat a peut-être pris une commission, mais ne l'a pas informé qu'en fait, il devait payer que 1% de frais de transfert et pas 2%. Donc, c'est juste pour la petite histoire. Faites attention, on baratine beaucoup. Rappelez-vous, en tant qu'acheteur, vous payez juste 1% de frais de transfert et c'est tout. Par contre, il faut garder bien en tête que si un jour vous vendez votre bien immobilier, euh, ce ne sera pas 1% que vous ferez payer, c'est 1% de frais de transfert, plus 0,5% de frais de timbre, plus comment dire, un montant de frais qui est basé sur votre taux d'imposition. Donc tout ça ensemble, ça peut monter beaucoup plus haut. Donc si vous achetez un appartement de 4 millions de bahts, l'acheteur payera 40 000 bahts. Le vendeur, par contre, pourra payer à peu près 200 000 bahts. Donc c'est juste pour vous donner une fourchette d'idées, une idée que si vous investissez en Thaïlande, à l'achat, tout paraît très bon marché, mais à la vente, faut savoir qu'il y a des frais. Donc réfléchissez bien avant d'acheter, avant de faire un investissement. Alors, une autre clause qui est importante de figurer dans le contrat de vente, c'est une clause assez typique en Thaïlande, c'est qu'en fait, vous devez avoir la clause que le bien immobilier est vendu libre de toute charge et de toute hypothèque et ainsi de suite. Donc, et que le vendeur s'engage à vous indemniser si jamais il y a un litige futur parce qu'il y a des charges non payées ou parce qu'il y a quelqu'un qui réclame parce qu'il y a une hypothèque ou quoi que ce soit. Un autre paragraphe qui doit absolument figurer dans le compromis de vente, c'est le délai dans lequel vous engagez pour payer le solde de l'appartement auprès du Land Office. Donc, il est très important pour vous de ne pas mettre un délai trop court, parce que si vous engagez de payer dans 2 semaines, ben, il faut que vous ayez collecté l'argent dans les 2 semaines et vous êtes disponible pour aller au Land Office du district ou de la province dans laquelle vous achetez le bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous ne pouvez pas payer dans le délai que vous avez marqué, vous risquez de perdre votre acompte. Donc, marquez pas un délai trop court, surtout si vous devez collecter l'argent qui est encore à l'étranger. Faut vraiment que vous ayez des délais suffisamment longs que pour pouvoir regrouper l'argent, que vous êtes disponible dans ce délai-là pour aller vraiment physiquement au Land Office, à moins que vous preniez un avocat qui vous représente. Mais donc il faut négocier ce délai. Souvent le vendeur veut un délai très court parce qu'il veut rapidement l'argent. Souvent il est endetté, il veut l'argent rapidement. Bon, c'est à vous à négocier un délai un peu plus long. Donc 1 mois et demi, 2 mois pour faire le paiement. Tout ça est négociable, donc, mais bon, une fois que c'est négocié, il faut tenir ce qui est marqué dans le contrat. Donc faites quand même attention. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le compromis de vente euh, est en thaïlandais. Alors, parfois, l'agent immobilier, gentiment, vous donne une version anglaise, ce qui vous permet de comprendre tout le contenu, ou si vous avez un agent immobilier francophone, vous le donnera même en français. Ça vous permettra de comprendre ce qu'il y a dans le compromis de vente thaïlandais. Mais il faut faire très très attention parce que c'est la version thaïlandaise qui a force de loi. Donc si dans le document thaïlandais et dans le document français ou anglais, il n'y a pas le même texte, enfin il y a quelque chose qui se contredit, c'est la version thaïlandaise qui a force de loi. Donc je vous invite vivement à lire la version thaïlandaise et presque à ne pas trop regarder la version traduite que vous avez reçue. Donc vous devez prendre, vous avez les Google Translator, donc les traductions Google. Euh, Vous pouvez faire passer des PDF ou captures de texte ou n'importe quoi, mais vous devez absolument faire traduire le document thaïlandais
dans votre langue maternelle et lire ce document thaïlandais afin de vérifier que vous avez tout compris. Je vais être honnête, je l'ai fait, c'est pas compliqué du tout. Donc des textes de loi thaïlandais, vous les traduisez vers l'anglais ou le français et on peut tout comprendre. Je veux dire, c'est assez bon. Euh, vous pouvez tout comprendre et même négocier certains points ou redemander de corriger certains points par l'agent immobilier. Donc c'est très important de le lire la version thaïlandaise. Donc, ma méthode à moi, c'est que je demande à l'agent immobilier 1 ou 2 jours, même l'idéal 3 jours avant, de m'envoyer le compromis de vente en thaïlandais d'une manière électronique. Je le traduis avec les Google Translators, donc les traductions Google. Je le lis calmement en français ou en anglais. Je comprends tout. S'il y a des points corrigés, je demande à l'agent immobilier de me corriger ces points. Il me renvoie une version thaïlandaise corrigée. Je relis, je retraduis, je relis jusqu'au moment où c'est parfait. Quand c'est parfait, j'ai ma version thaïlandaise et le jour de signer le compromis de vente, qu'est-ce que je fais? Je vérifie que le document qu'ils apportent soit identique. Donc, en comparant un document l'un côté de l'autre, même que c'est du thaïlandais, on peut repérer que c'est les mêmes caractères et le même texte. Donc, on prend le temps, ça prend 30 minutes, 1 heure, on vérifie que le document qu'on me présente au moment de la signature est identique à celui que j'ai reçu avant et on peut le signer. Ce n'est pas compliqué, mais de toute façon, c'est vous qui signez. Et donc, c'est important de savoir que c'est la version Thaï qui fait, comment dire, qui fait acte de loi. Donc, c'est celui-là qui est valable. C'est celui-là que vous devez comprendre, que vous devez prendre le temps de lire avec les traductions. C'est assez simple, je vais être honnête. C'est pas très compliqué que ça. Et quand vous l'avez bien compris, ben, vous pouvez le signer. Il faut vérifier au moment de la signature que celui qu'on vous présente sur la table, c'est bien exactement la même version que vous avez reçue par ordinateur. Ils n'ont pas changé un mot, une phrase. Et c'est assez simple à comparer. En 30 minutes, on peut comparer. Alors, le compromis de vente aussi, il faut savoir qu'en Thaïlande, généralement, quand le document est standard, ça prend, allez, 2 faces d'un format A4. Donc c'est pas non plus un document qui fait 20 pages. C'est généralement un recto verso d'une page A4. Parfois, s'il y a des clauses particulières, ça peut prendre un peu plus, 3-4 pages, mais c'est jamais un très long document. Et si on vous présente 20 pages, il faut vous méfier. Donc, également aussi dans le compromis de vente, n'acceptez jamais un paragraphe que vous n'avez pas compris. On l'efface, on l'enlève. Un paragraphe que vous ne comprenez pas, vous ne l'acceptez pas. Donc, ce qui est marqué, vous devez le comprendre. Et je vais être honnête, c'est pas si compliqué que ça. Et je vous conseillerais même de. Faut comprendre la procédure. Vous pouvez prendre un avocat ou un conseiller juridique pour vous assister. Mais malgré l'aide d'un conseiller juridique ou d'un avocat, je vous conseille vivement de comprendre par vous-même ce qui est écrit. C'est des montants importants et vous n'êtes pas dans votre pays, donc il est important de comprendre ce qui est écrit. Donc c'est hyper important. Alors on récapitule un peu ce qui est important d'avoir dans le compromis de vente. Donc le premier point, c'est d'avoir le nom, prénom et un peu les coordonnées, adresse et ainsi de suite du vendeur, de l'acheteur. Donc qui est qui, quel bien exact vous avez acheté, donc l'indication claire du bien, s'il y a une place de parking, qu'elle figure également sur l'acte de vente, le prix du bien, donc très important que le prix soit bien indiqué, quel est l'acompte que vous avez payé déjà, et quel est le solde que vous devez payer plus tard. La répartition des frais, très important, c'est l'endroit où on se fait le plus facilement avoir, c'est que, donc, comme je l'ai dit précédemment, l'acheteur paye qu'1% des frais de transfert. C'est la coutume, c'est l'habitude. Je vous conseille vivement de vraiment négocier, insister pour ne pas payer plus.
Mais comme je l'ai dit précédemment, les vendeurs ou l'agent immobilier essayent souvent de faire passer sur vous plus de frais que la coutume, que l'habitude. Donc faites très, très vigilant sur les frais à payer pour le transfert. L'autre paragraphe qui doit être dans ce compromis de vente, c'est le délai que vous avez pour payer le solde auprès du Land Office. Alors l'autre point aussi très très important que je conseille vivement pour l'acheteur, c'est vraiment un paragraphe qui dit clairement que le vendeur vend le bien libre de toute charge et de toute hypothèque. Donc, et qui aussi très important, qui s'engage à vous indemniser si tel n'est pas le cas. Donc s'il y a un litige plus tard, quelqu'un qui prétend avoir une hypothèque ou avoir des charges non payées, que, que le vendeur s'engage à vous indemniser ou à payer ses charges. Donc c'est plus ou moins ça qu'il doit y avoir dans le compromis de vente. À nouveau, il peut y avoir d'autres paragraphes en fonction de situations particulières du vendeur ou de l'acheteur. Mais bon, les points que j'ai marqués, c'est les points principaux qui sont dans tout acte de vente. Et généralement, il ne faut pas spécialement plus. Aussi des paragraphes, si par exemple l'appartement est meublé, de faire un détail, un inventaire des meubles qui sont dans l'appartement. Ça évite, euh, par exemple, que le frigo disparaisse entre le moment où vous visitez l'appartement et le moment où vous recevez les clés. Donc ça permet de renégocier. Donc c'est plus ou moins les points de l'acte de vente, donc du compromis de vente. C'est les points importants. Alors, pour conclure, donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, vous avez signé le compromis de vente. Qu'est-ce qui va se passer après? Ce sera la prochaine vidéo. C'est un peu marrant, mais oui, ce sera la prochaine vidéo. Donc, après avoir signé le compromis de vente, donc vous avez un délai pour collecter l'argent, et puis vous irez au Land Office. Le Land Office, donc c'est l'administration du district ou de la province qui s'occupe de tout ce qui est immobilier, terrain et ainsi de suite dans leur district ou dans leur province. Et donc en Thaïlande, il n'y a pas de notaire, donc vous n'aurez pas de notaire dans toute la procédure. C'est pour ça que le compromis de vente, il faut faire très attention que vous avez bien donné un acompte vraiment au propriétaire et pas un inconnu. Euh, et par contre, au Land Office, eux, ils font un peu, comme on dirait, la vérification finale. Et généralement, Land Office, j'ai jamais entendu vraiment d'arnaque à ce niveau-là. C'est-à-dire que Land Office, il vérifie bien les titres de propriété, vérifie bien que le vendeur est bien le propriétaire. Il vérifie vraiment tout d'une manière vraiment compétente. Et donc, généralement, bon, j'ai vraiment jamais entendu d'arnaque au niveau du Land Office. Généralement, ils vérifient vraiment bien tout. Et le moment que vous allez payer le vendeur, mais ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, au moment où vous allez payer le vendeur et vous recevez le titre de propriété, vous êtes vraiment propriétaire et c'est quasiment impossible qu'il y ait une arnaque à ce niveau-là. Donc le seul moment où il peut y avoir une arnaque et il faut vraiment faire attention, c'est au moment du compromis de vente. Donc c'est tout. Donc on se reverra dans une prochaine vidéo et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires ou des questions. C'est c'est libre. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Je ne suis pas non plus expert en immobilier. Je connais bien, même beaucoup mieux que beaucoup d'autres personnes. Mais je ne suis pas non plus le grand expert en immobilier. Donc il y a des points que je ne connais pas. Et quand je ne connais pas, je dirais je ne connais pas. Donc je ne vous mentirai pas, j'essaierai d'éviter autant que possible de baratiner et de donner des fausses informations. Ben voilà, et à la prochaine.